La ville de Saint-Clair dormait sur elle-même, bercée par le ronronnement monotone de ses jours sans histoire. Des ruelles étroites, bordées de maisons aux volets écaillés, s'entrecroisaient en lignes irrégulières, comme une toile d'araignée endormie. Le clocher de l'église marquait les heures d'une régularité presque obsédante, et même les arbres du parc semblaient figés dans le temps, leurs branches tendues vers un ciel immobile. C'était le genre de lieu où rien n'arrivait jamais. Pas de surprise, pas de mystère, juste une lente répétition des jours. Les habitants de Saint-Clair avaient accepté cette vie, parfois avec résignation, parfois avec un soulagement tranquille. Mais pour Léo, garçon de 12 ans, cette routine était une prison invisible. Léo n'était pas un enfant comme les autres. Ses camarades passaient leur journée à jouer au ballon dans les rues ou à rêvasser sur des gens qu'ils voyaient à la télévision. Mais lui, il avait la tête ailleurs. Les professeurs le disaient dispersé, ses parents le trouvaient distrait, et ses amis chuchotaient qu'il était simplement bizarre. Mais Léo s'en moquait. Il savait qu'il n'était pas comme eux. Il n'avait jamais vraiment aimé le monde qu'il voyait autour de lui. Un monde gris, limité, sans magie ni surprise. Alors, chaque nuit, il s'échappait dans ses rêves. Il y était libre. Les nuits de Léo étaient des aventures extraordinaires. Dès qu'il fermait les yeux, il était transporté dans des mondes que son esprit tissait avec une précision éclatante. Une nuit, il se retrouva dans une immense forêt fluorescente, où chaque feuille brillait d'une lumière douce et où des licornes dorées trottaient gracieusement sur des rivières de cristal. Une autre nuit, il déambulait dans une cité suspendue entre les nuages, ses rues flottantes reliées par des ponts d'arc-en-ciel. Les habitants, des êtres translucides et lumineux, l'accueillaient avec des sourires rayonnants. Chaque rêve était une toile que Léo peignait avec sa seule imagination. Rien n'était impossible et tout était parfait. Ses rêves n'étaient pas de simples échappatoires. Ils étaient sa vie réelle, du moins celle qu'il choisissait. Il s'y sentait chez lui, loin des regards critiques, loin du quotidien monotone de Saint-Clair. Mais un matin, tout changea. Léo se réveilla comme à son habitude, les souvenirs de son dernier rêve encore frais dans son esprit. Il s'était vu dans son jardin, sous un cerisier en fleurs. Les branches de l'arbre étaient chargées de pétales roses qui tombaient en cascade, portés par une brise imaginaire. L'image avait été si vivante qu'il pouvait encore sentir le parfum délicat des fleurs. Mais alors qu'il s'étirait, ses yeux furent attirés par quelque chose d'inhabituel à travers la fenêtre de sa chambre. Là, dans le coin du jardin, exactement comme dans son rêve, se dressait un cerisier en pleine floraison. Léo resta figé. Ce n'était pas possible. Il connaissait son jardin comme sa poche. Jamais cet arbre n'avait été là avant. Et pourtant, il était bien réel. Il descendit précipitamment les escaliers et se précipita dehors, pieds nus sur la pelouse encore humide de rosée. L'arbre était là, vibrant de vie. Il posa une main tremblante sur le tronc. L'écorce rugueuse sous ses doigts était indéniablement réelle. Il leva les yeux, hypnotisé par les pétales qui tombaient doucement autour de lui. Peut-être que quelqu'un l'a planté cette nuit, pensa-t-il, mais il savait que ce n'était pas possible. Personne dans sa famille n'aurait eu l'idée saugrenue de planter un cerisier en pleine nuit, et encore moins un arbre déjà adulte, chargé de fleurs. Alors, une autre pensée traversa son esprit, une pensée si étrange qu'il osa à peine la formuler. Et si c'était moi? Il passa la journée à ressasser cet événement. La coïncidence était trop parfaite pour être ignorée. L'arbre qu'il avait rêvé était exactement le même que celui qui se trouvait maintenant dans son jardin. Chaque détail correspondait. Les fleurs, la taille, même la façon dont il se balançait doucement sous l'effet du vent. Mais ce ne fut que la nuit suivante que ses soupçons furent confirmés. Cette fois, Léo rêva d'un papillon géant, dont les ailes étaient ornées de motifs chatoyants rappelant des vitraux d'église. Il le vit planer autour de lui dans un champ infini de fleurs lumineuses, ses ailes émettant une lumière douce. Au matin, alors qu'il descendait pour le petit déjeuner, un éclat de couleur attira son attention près de la fenêtre. Il s'approcha et vit le papillon. Il était posé là, sur le rebord, exactement comme dans son rêve.
Ses ailes luisaient faiblement sous les rayons du soleil, et Léo put même distinguer les motifs complexes qu'il avait imaginés. Il recula lentement, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus une coïncidence. Mes rêves deviennent réels, murmura-t-il pour lui-même, la gorge nouée par un mélange de peur et d'excitation. Les jours suivants, Léo entreprit d'expérimenter. Il rêva de choses simples, faciles à vérifier. Un crayon rouge oublié sur son bureau, une montre en or posée sur la table de la cuisine. Chaque matin, il retrouvait ces objets exactement où il les avait imaginés. Puis il devint plus audacieux. Une nuit, il rêva d'un banc en pierre blanche au parc de la ville. Le lendemain, il alla vérifier. Là, sous un arbre, le banc était apparu comme s'il avait toujours été là. Le cœur de Léo battait à tout rompre. Ce pouvoir qu'il possédait était extraordinaire. Il pouvait remodeler le monde selon ses désirs. Pour la première fois, il sentit que la vie réelle pouvait être aussi magique que ses rêves. Mais Léo comprenait aussi que ce don devait rester secret. Il imaginait la réaction des gens si quelqu'un découvrait la vérité. Il pourrait le prendre pour un monstre ou vouloir utiliser son pouvoir à des fins qu'il ne comprenait pas encore. Ainsi, il garda son secret pour lui. Chaque nuit, il continuait à explorer ses rêves, testant les limites de ce don. Mais une question persistait dans son esprit, une question qu'il ne pouvait pas ignorer. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je ce pouvoir? Et sans le savoir, en explorant ses rêves, Léo s'aventurait lentement vers une réalité qu'il ne contrôlerait bientôt plus. Léo passa des jours à tester les limites de son étrange pouvoir, sans jamais se lasser de la magie qu'il semblait contrôler. Mais chaque fois qu'il rêvait et que le rêve se matérialisait dans le monde réel, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de fascination et d'effroi. L'idée de pouvoir transformer la réalité par la seule force de son esprit le grisait, mais elle le terrifiait tout autant. Au début, ses créations étaient modestes, presque anodines, comme s'il craignait de perturber l'ordre naturel du monde. Une fontaine cristalline apparue au parc, par exemple, semblait être une bonne idée. La veille, il s'était endormi avec l'image d'un bassin circulaire entouré de pierres blanches, d'où l'eau jaillissait en arc parfait. Le lendemain matin, en se rendant au parc pour vérifier, Léo sentit un frisson parcourir son échine. La fontaine était là, à l'endroit exact où il l'avait imaginé. Sa surface miroitait sous les premiers rayons du soleil, et l'eau coulait avec un bruit apaisant. Aucun passant ne semblait surpris par sa présence, comme si elle avait toujours été là. Encouragé par ce succès, Léo osa rêver de choses plus personnelles. Une nuit, il pensa à Rolf, son vieux chien. L'animal, autrefois plein de vie, passait désormais ses journées à dormir, ses mouvements ralentis par une maladie que le vétérinaire avait qualifiée de chronique. Léo s'endormit avec le souhait ardent que Rolf redevienne le compagnon joyeux qu'il avait connu. Le lendemain, lorsqu'il ouvrit la porte de sa chambre, il entendit des aboiements excités provenant du jardin. Il descendit en courant, et là, il trouva Rolf bondissant dans l'herbe, ses pattes agiles et son regard pétillant d'énergie. Léo éclata de rire en voyant le chien tourner autour de lui, aussi vif qu'un chiot. Ce moment le combla d'une joie indescriptible. Son pouvoir, pensa-t-il, était une bénédiction. Il pouvait réparer ce qui était cassé, rendre le monde meilleur. Mais au fond de lui, une question naissait lentement. À quel prix? Le sentiment de responsabilité qu'il avait d'abord retenu s'effaça peu à peu, remplacé par une envie irrépressible d'explorer les possibilités infinies de son don. Pourquoi se contenter de petites choses quand il pouvait transformer la ville entière? Pourquoi limiter ses rêves quand il pouvait créer de la beauté dans un monde si terne? Il s'endormit une nuit en imaginant des montagnes scintillantes à l'horizon, des pics de cristal reflétant la lumière du soleil. Quand il se réveilla, il courut jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Loin au-dessus des toits monotones de Saint-Clair, des sommets brillants perçaient le ciel. Leur éclat était visible à des kilomètres, comme un appel vers un autre monde. Un autre soir, il rêva d'une rivière qui chantait. Il la voyait serpenter doucement entre les collines à la sortie de la ville, son eau émettant des mélodies douces, presque humaines. Le lendemain, les habitants remarquèrent ce phénomène étrange.
Une rivière, autrefois silencieuse, semblait produire des sons harmonieux lorsqu'on s'en approchait. Les enfants s'y rendaient pour écouter, fascinés. Petit à petit, Saint-Clair changea. Ce qui était autrefois une ville grise et monotone devint un lieu empreint de mystère. Les arbres dans le parc semblaient pousser plus haut, leurs feuilles brillant d'une lueur subtile la nuit. Des fleurs d'une couleur inconnue apparaissaient au bord des routes. Même le ciel semblait plus bleu, comme si la réalité elle-même répondait à la volonté de Léo. Les habitants, bien qu'intrigués, acceptaient ces changements comme des miracles qu'ils ne comprenaient pas. La nature est parfois surprenante, disait le vieux monsieur Derval, en observant les étoiles qui brillaient en plein jour. Les enfants jouaient avec insouciance parmi les merveilles, tandis que les adultes murmuraient sur ces phénomènes étranges sans jamais oser chercher de réponse. Léo, lui, observait tout cela avec un mélange de fierté et de secret. Il se sentait comme un artiste, un créateur invisible. Personne ne savait que c'était lui derrière ces miracles, et il comptait bien garder cela pour lui. Mais avec la joie vint une tentation grandissant. Jusqu'où pouvait-il aller? Un soir, Léo imagina une étoile flottant au-dessus de la ville, suspendue dans le ciel, brillant d'une lumière douce et rassurante. Dans son rêve, l'étoile guidait les habitants, les réchauffait et les protégeait. Le lendemain, elle était là, un point lumineux dans la nuit, presque trop parfait pour être vrai. Les habitants furent émerveillés, mais une tension subtile commença à se faire sentir. Certains se demandaient ce qui causait ces phénomènes. Était-ce un signe, une bénédiction, ou peut-être quelque chose de plus sombre? Léo lui-même commença à ressentir un poids qu'il ne comprenait pas. Bien qu'il se réjouisse de voir sa ville transformée en un lieu magique, une partie de lui se demandait si cela ne devenait pas trop irréel. Il y avait des nuits où Léo avait du mal à s'endormir. Pas parce qu'il avait peur de rêver, mais parce qu'il sentait que ce qu'il faisait allait au-delà de ce qu'un garçon de son âge devrait supporter. Chaque rêve qu'il transformait en réalité le vidait un peu plus. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait l'impression que ce don prenait quelque chose en retour. Un jour, alors qu'il marchait dans le parc, il vit un groupe d'enfants jouer près de la fontaine qu'il avait créée. L'un d'eux, une fille aux cheveux blonds, s'arrêta pour l'observer. « C'est toi qui fais tout ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son ton innocent, mais perçant. Léo sentit son cœur se serrer. Il secoua la tête, riant nerveusement. « Non, pourquoi tu dis ça ?» Mais son sourire était forcé, et il sut que la fille voyait à travers lui. Heureusement, elle n'insista pas, retournant jouer avec les autres. Léo resta figé, le regard fixé sur la fontaine. Était-il vraiment possible que quelqu'un devine son secret? Le soir, en rentrant chez lui, Léo se sentit étrangement vide. Tout ce qu'il avait fait, les fontaines, les montagnes, les rivières chantantes, était censé rendre le monde meilleur. Mais pourquoi avait-il cette impression de décalage? Comme si, malgré toute sa magie, quelque chose lui échappait. Il tenta de se convaincre que tout allait bien, que son pouvoir était une bénédiction. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude sourde commençait à poindre. Jusqu'où pouvait-il aller avant que la réalité ne lui échappe complètement? La maison de Léo, nichée dans une ruelle tranquille de Saint-Clair, n'était pas toujours un endroit agréable. Ses parents, bien qu'affectueux à leur manière, avaient souvent des mots durs. Les disputes semblaient éclater pour des raisons insignifiantes, une facture oubliée, un objet égaré, ou tout simplement la fatigue accumulée par des journées interminables. Les murs, imprégnés de ces querelles, résonnaient encore parfois même après que le silence était revenu. Léo détestait ces moments. Il détestait les entendre se couper la parole, les éclats de voix qui déchiraient l'atmosphère déjà lourde de la maison. Alors, comme toujours, il s'enfuyait dans ses rêves, où tout était paisible, où l'amour entre eux était simple et sincère. Une nuit, après une dispute particulièrement virulente, où son père avait claqué la porte du salon et sa mère s'était réfugiée dans la cuisine, Léo se coucha avec le poids de leur colère sur ses épaules. Mais cette fois, il ne voulait pas seulement échapper à cette réalité, il voulait la changer. Dans son rêve,
Il vit ses parents assis ensemble à la table du petit déjeuner, riant comme s'ils n'avaient jamais connu de désaccord. La lumière du matin baignait la pièce d'une chaleur dorée, et leurs visages rayonnaient de bonheur. La maison, d'ordinaire imprégnée de tension, vibrait d'une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Lorsqu'il se réveilla, Léo sentit quelque chose de différent. Il descendit lentement les escaliers, son cœur battant à tout rompre. Il trouva ses parents exactement comme dans son rêve. Sa mère riait d'une blague que son père venait de faire en coupant des tranches de pain grillé. Ils se parlaient avec une douceur inhabituelle, échangeant des regards complices, comme s'ils étaient revenus au premier jour de leur amour. Léo s'arrêta net dans l'encadrement de la porte. Pendant un instant, il fut envahi d'une joie immense. Cela fonctionnait, il avait fait de sa maison un lieu de bonheur. Mais rapidement, un détail le troubla. Au fil de la journée, Léo observa ses parents avec une attention croissante. Il voulait croire à cette transformation, mais il ne pouvait ignorer ce qui le dérangeait. Leur sourire semblait figé, pas naturel. Le rire de sa mère, d'ordinaire léger, sonnait faux, comme une note dissonante. Les gestes de son père, autrefois brusques et imprévisibles, étaient devenus trop fluides, presque mécaniques. Mais ce furent leurs yeux qui l'effrayèrent le plus. Parfois, en pleine conversation, ils semblaient se vider, leur regard devenait lointain, comme si une partie d'eux n'était plus là. Léo sentit un frisson le parcourir. Ce qu'il avait créé n'était pas du bonheur, mais une illusion. Léo tenta de se convaincre qu'il imaginait des choses. Après tout, il avait voulu rendre leur vie meilleure. N'était-ce pas ce qui comptait? Mais une voix sourde dans sa tête ne cessait de lui murmurer « Ce n'est pas réel ». Il commença à observer d'autres choses. Le silence dans la maison était devenu trop parfait, presque oppressant. Les disputes avaient disparu, mais avec elles, une part de ce qui faisait de ses parents des personnes complètes semblait aussi s'être évaporée. Le soir venu, alors qu'il montait se coucher, il entendit sa mère fredonner dans la cuisine. La mélodie était douce, mais monotone, répétitive, comme un disque rayé. Léo resta immobile dans l'obscurité, sentant une angoisse croissante monter en lui. Malgré ses doutes, Léo ne pouvait pas s'empêcher d'utiliser son pouvoir. Chaque fois qu'une situation devenait inconfortable ou qu'il se sentait seul, il rêvait d'une réalité différente, plus lumineuse. Il s'était habitué à voir ses souhaits prendre vie, et cette facilité était devenue une tentation irrésistible. À l'école, il rêvait que ses camarades l'admiraient. Léo, d'ordinaire ignoré ou moqué pour sa nature rêveuse, voulait ressentir ce que c'était d'être au centre de l'attention. Une nuit, il s'imagina comme le garçon le plus populaire de l'école, celui que tout le monde voulait approcher, celui dont les blagues faisaient rire toute la classe. Le lendemain, il entra dans la cour de récréation, et tout avait changé. Les enfants qui passaient à côté de lui lançaient des regards admiratifs. Plusieurs d'entre eux lui adressèrent des salutations enthousiastes. À l'intérieur de la classe, même les élèves les plus distants cherchaient à s'asseoir près de lui. Au début, Léo fut grisé par cette transformation. Lui, qui avait toujours été dans l'ombre, était enfin reconnu. Mais rapidement, il remarqua que ses interactions manquaient de substance. Les compliments qu'il recevait sonnaient vides, comme des paroles récitées. Les rires des autres étaient mécaniques, presque identiques les uns aux autres. Léo commença à comprendre que, malgré tout son pouvoir, il ne pouvait pas forcer la sincérité. Il avait façonné une réalité où les autres semblaient l'aimer, mais il savait au fond de lui que rien de tout cela n'était vrai. Un incident marqua particulièrement son esprit. Lors d'un cours de dessin, un camarade assis à côté de lui s'extasia sur le croquis qu'il venait de faire. Mais en regardant le dessin, Léo réalisa qu'il n'avait rien de spécial. Les traits étaient maladroits, les proportions fausses. Et pourtant, son camarade continuait à le féliciter, son ton dénué de conviction réelle. « Tu es le meilleur dessinateur que j'aie jamais vu », disait-il, son sourire figé. Ce moment fit naître en Léo une étrange mélancolie. Il avait cherché à créer un monde parfait, mais il se rendait compte que ce monde n'avait aucune authenticité. Léo commença à s'isoler. Il évitait ses parents, dont les sourires vides le troublaient de plus en plus.
À l'école, il se tenait à distance des enfants qui l'entouraient, ne supportant plus leur regard mécanique. Même les merveilles qu'il avait créées, les montagnes scintillantes, les rivières chantantes, lui semblaient désormais dénuées de charme. Il ressentait une impression croissante d'irréalité. Le monde qu'il avait façonné n'était pas vivant. C'était un théâtre où tout le monde jouait un rôle imposé par ses rêves. Et lui, il se retrouvait prisonnier de sa propre mise en scène. Un soir, alors qu'il peinait à trouver le sommeil, Léo se leva et descendit dans le salon. La maison était plongée dans une obscurité paisible, mais il sentait une tension inhabituelle dans l'air. Il trouva ses parents assis dans le canapé, côte à côte. Ils ne regardaient pas la télévision, ni ne parlaient. Ils étaient simplement là, silencieux, immobiles. Léo s'approcha lentement, et un frisson parcourut sa colonne vertébrale lorsqu'il vit leur visage. Leurs yeux étaient ouverts, mais ils ne clignaient pas. Leurs expressions étaient figées, comme des masques. « Papa, maman » appela-t-il d'une voix tremblante. Ils tournèrent la tête vers lui en parfaite synchronisation, et leurs sourires s'élargirent de façon presque imperceptible. « Tout va bien, Léo, » dit sa mère, sa voix douce mais monotone. Léo recula, une peur viscérale lui nouant l'estomac. Ce qu'il voyait devant lui n'était pas naturel. Ce n'étaient plus ses parents, c'étaient les marionnettes de ses rêves. Ce moment marqua un tournant pour Léo. Il comprit enfin que son pouvoir, qu'il avait d'abord perçu comme une bénédiction, pouvait être une malédiction. En voulant rendre sa vie meilleure, il avait peut-être détruit quelque chose de plus précieux, l'authenticité. Mais malgré cette réalisation, il ne savait pas comment arrêter. Ses rêves continuaient de remodeler le monde à chaque nuit, et chaque matin, la réalité s'éloignait un peu plus de ce qu'elle avait été. Les nuits de Léo étaient devenues des laboratoires d'expérimentation. Après avoir constaté que ses rêves pouvaient altérer la réalité sans aucune limite apparente, une envie irrépressible de tester l'étendue de son pouvoir s'était emparée de lui. Chaque coucher de soleil était une promesse d'un monde nouveau au réveil, un monde façonné par ses désirs les plus audacieux. Mais avec cette liberté illimitée venait une question qu'il ne cessait de se poser. Jusqu'où puis-je aller? Une nuit, allongé sur son lit, Léo ferma les yeux et s'imagina une structure monumentale. Une tour, plus haute que n'importe quel gratte-ciel qu'il avait vu à la télévision, faite de verre et de lumière. Elle s'élèverait au centre de la ville, défiant les lois de la gravité. Sa surface serait lisse comme un miroir, réfléchissant les étoiles et le soleil, tandis qu'à l'intérieur, une lumière pulsante brillerait, presque vivante. Dans son esprit, la tour était plus qu'un bâtiment, c'était un symbole, un monument à son pouvoir, une preuve tangible qu'il n'était pas un garçon ordinaire. Au matin, lorsqu'il se réveilla, Léo sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il tira les rideaux de sa chambre et son souffle se coupa. La tour était là. Elle se dressait majestueusement au centre de Saint-Clair, éclatante sous la lumière du soleil. Les habitants, attirés par sa présence, s'étaient rassemblés autour de la place où elle avait surgi. Les visages exprimaient une palette d'émotions, émerveillement, confusion, peur. La tour ne ressemblait à rien de ce que les gens connaissaient. Sa base semblait flotter à quelques centimètres du sol, et sa structure, défiant les lois de la physique, ne comportait ni angle ni colonne visible pour la soutenir. Le verre qui la constituait scintillait de reflets arc-en-ciel, et une lueur douce pulsait depuis son sommet, comme un cœur battant. Les murmures parcouraient la foule. « Qu'est-ce que c'est? Elle est apparue du jour au lendemain. Comment? C'est un miracle ou une malédiction ?» Pour la première fois, Léo ressentit une fierté qu'il n'avait jamais connue auparavant. La tour était son œuvre, elle était parfaite. Et pourtant, au milieu de cette euphorie, une angoisse subtile commença à s'immiscer en lui. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de Saint-Clair changea. Les habitants, qui s'étaient habitués aux petites anomalies comme les fontaines ou les montagnes brillantes au loin, furent profondément troublés par cette tour. Ce n'était plus un détail magique ajouté au paysage. C'était une aberration, une énigme imposante qui défiait leur compréhension du monde. Les rumeurs enflèrent. Certains pensaient que la tour était une manifestation divine,
un signe que quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'arriver. D'autres la voyaient comme une menace, une malédiction envoyée pour punir la ville. Les conversations dans les cafés et les épiceries étaient dominées par des spéculations. Les enfants inventaient des histoires effrayantes à son sujet, affirmant qu'ils avaient vu des ombres bouger à l'intérieur. Léo écoutait ces récits avec fascination, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un poids croissant sur sa conscience. Son pouvoir, qu'il avait utilisé pour embellir le monde, semblait maintenant semer la confusion et la peur. Une nuit, incapable de dormir, Léo décida de s'approcher de la tour. Il voulait la voir de plus près, s'assurer que tout était sous contrôle. En arrivant sur la place déserte, il sentit un frisson glacial le parcourir. La tour, qui scintillait doucement dans l'obscurité, dégageait une présence presque palpable. Léo avait l'impression qu'elle respirait, qu'elle l'observait. Il posa une main hésitante sur sa surface lisse et froide. Immédiatement, une vague d'émotion indescriptible le traversa, de la fierté, mais aussi une profonde solitude. C'était comme si la tour était vivante. Léo recula brusquement, son cœur battant à tout rompre. Il regarda autour de lui, persuadé qu'il n'était pas seul. Des ombres dansaient au coin de ses yeux, mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait rien. Le lendemain, Léo se rendit à l'école comme à son habitude. Mais il sentit les regards des autres enfants peser sur lui. Quelque chose avait changé. Même ses camarades les plus indifférents semblaient nerveux en sa présence, comme s'ils percevaient un lien invisible entre lui et les phénomènes étranges qui transformaient la ville. « Tu as vu la tour hier soir ?» demanda un garçon en chuchotant à son voisin, tout en jetant un coup d'œil furtif vers Léo. « Elle est bizarre, on dirait qu'elle nous regarde. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Léo. Il se mit à douter de lui-même. Était-il vraiment le maître de ce qu'il créait, ou bien ses rêves avaient-ils une vie propre? Plus le temps passait, plus la tour semblait affecter la ville. Les oiseaux, d'ordinaire si bruyants dans les rues de Saint-Clair, semblaient éviter son sommet. Les chats, habituellement curieux, fuyaient la place centrale comme si quelque chose d'invisible les terrifiait. Léo remarqua également que les habitants étaient devenus plus silencieux, presque nerveux. Les conversations dans la rue étaient plus rares et les sourires semblaient s'effacer. Même ses parents, qu'il avait rendus artificiellement heureux, semblaient étrangement absents, comme si la tour absorbait l'énergie de tout ce qui l'entourait. Une nuit, incapable de résister à son angoisse, Léo rêva qu'il faisait disparaître la tour. Dans ce rêve, il la vit s'effondrer doucement, ses éclats de verre se dissipant dans le vent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais lorsqu'il se réveilla, elle était toujours là, plus imposante que jamais. C'était la première fois que son pouvoir échouait. Léo sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'était toujours vu comme le maître de ses rêves, mais cette tour semblait défier son contrôle. Elle n'était plus simplement une créa, elle était devenue une entité indépendante de sa volonté. Le soir même, alors qu'il observait la tour depuis sa fenêtre, Léo remarqua un détail troublant. La lumière pulsante au sommet avait changé. Elle brillait plus intensément, presque agressivement, et semblait envoyer des éclats de lumière dans toutes les directions, comme un phare cherchant quelque chose ou quelqu'un. Il ferma les rideaux, son cœur lourd de peur et de confusion. Cette tour, qui était censée être un symbole de sa puissance, était devenue un avertissement silencieux. Et pour la première fois, Léo se demanda « Et si ce pouvoir n'était pas un don, mais un fardeau ?» Léo s'allongea ce soir-là, avec une boule au ventre qu'il ne pouvait pas expliquer. Il avait passé la journée à tenter de faire comme si tout allait bien, mais une tension sourde pesait sur ses épaules. La tour qu'il avait imaginée brillait toujours au centre de Saint-Clair, et son éclat semblait s'intensifier à chaque jour qui passait. Les regards inquiets des habitants et le silence de ses parents ne faisaient qu'alimenter son malaise. Lorsqu'il ferma les yeux, Léo espérait trouver un refuge dans ses rêves, comme il l'avait toujours fait. Mais cette nuit-là, son sommeil ne lui apporta pas la paix. Au début, tout semblait normal. Léo se retrouva dans une forêt lumineuse qu'il avait déjà visitée, où les arbres aux feuilles fluorescentes scintillaient doucement. Des créatures merveilleuses se promenaient entre les troncs,
des oiseaux au plumage étincelant, des cerfs au bois fait d'étoiles. Mais quelque chose dans l'air était différent. La lumière semblait vaciller, comme une flamme menacée par le vent. Alors que Léo avançait dans ce paysage familier, les couleurs commencèrent à s'estomper. Les feuilles fluorescentes perdirent leur éclat, virant au gris cendré. Les arbres, autrefois majestueux, se tordirent dans des formes grotesques. Leurs branches s'allongèrent comme des bras squelettiques, tendus vers lui. Les créatures qu'il avait créées changèrent aussi. Les oiseaux aux plumes brillantes devinrent des ombres sans visage, émettant des cris stridents. Les cerfs, jadis gracieux, virèrent au noir, leur bois se transformant en excroissance tordue. Léo tenta de reculer, mais le sol sous ses pieds se déroba, se changeant en un marécage noir qui semblait vouloir l'engloutir. Une rivière, autrefois chantante, apparut devant lui. Mais au lieu de musique, elle produisait un grondement sinistre. L'eau, devenue noire comme de l'encre, formait des tourbillons qui semblaient l'appeler. Puis, il entendit des voix. Elles venaient de partout et nulle part à la fois, des murmures sourds répétant son nom. « Léo, pourquoi? Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Léo ouvrit les yeux d'un coup, le souffle court. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Il s'assit sur son lit, tremblant, les mains moites. Mais ce n'était pas le pire. En regardant autour de lui, Léo comprit que le cauchemar ne s'était pas arrêté. La lumière de la lune pénétrait à travers les rideaux entr'ouverts de sa chambre, projetant des ombres sur les murs. Mais ces ombres bougeaient comme si elles avaient une vie propre. Elles ondulaient, se tordaient, se rapprochant lentement de son lit. Léo se leva d'un bond, se cognant presque contre sa table de chevet. Son regard se posa ensuite sur la fenêtre. Le cerisier en fleurs dans le jardin, qu'il avait créé lors de ses premières expériences avec son pouvoir, n'était plus qu'une silhouette sombre. Ses branches étaient devenues des appendices grotesques, semblables à des griffes qui semblaient vouloir gratter le ciel. Les pétales roses qui le rendaient si beau étaient tombés, remplacés par des bourgeons noirs, gonflés comme des pustules. Terrifié, Léo descendit les escaliers, espérant trouver ses parents. Mais dès qu'il atteignit le salon, il se figea. Sa mère et son père étaient assis sur le canapé, comme il les avait souvent trouvés ces derniers temps, mais leurs visages, autrefois figés dans des sourires artificiels, étaient devenus presque inhumains. Leurs traits semblaient flous, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer leur identité. Quand ils parlèrent, leurs mots étaient un mélange incompréhensible de sons distordus, comme un disque rayé. « Mathieu, c'est bien », répétait sa mère, sa voix brisée, se heurtant à des silences étranges. Léo recula lentement, son souffle s'accélérant. Ce n'étaient pas ses parents, pas vraiment, c'était quelque chose d'autre. Incertain de ce qu'il devait faire, Léo sortit dans la rue, espérant trouver un semblant de normalité. Mais Saint-Clair, la ville qu'il connaissait si bien, était méconnaissable. Les lampadaires, d'ordinaire si stables, vacillaient, projetant des lueurs instables qui amplifiaient les ombres. Des formes indistinctes semblaient bouger dans les recoins sombres, toujours juste hors de portée de son regard direct. Les rares passants qui arpentaient encore les rues avaient des mouvements étranges, leurs silhouettes vacillantes comme des reflets dans de l'eau agitée. Il entendit des murmures autour de lui, des voix qui semblaient sortir des murs des bâtiments, de l'asphalte sous ses pieds, du vent dans les arbres. « Léo, tu as rêvé, mais nous sommes réveillés maintenant. » Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Léo courut jusqu'à la place centrale, espérant que la tour qu'il avait créée était toujours là, intacte. Mais ce qu'il trouva le laissa pétrifié. La tour, autrefois majestueuse et lumineuse, était en train de se désagréger. Ses parois de verre se fissuraient, et la lumière qu'elle diffusait pulsait de manière irrégulière, comme le dernier battement d'un cœur à l'agonie. Des ombres se détachaient de la base de la structure, se regroupant en masses mouvantes qui semblaient le fixer. Léo les observa, hypnotisé par leurs contours indéfinis. Puis, soudain, elles se mirent à avancer. « Rends-nous ce qui nous appartient !» cria l'une d'elles, dans une voix qui résonna comme un cri d'enfant mêlé à un rugissement animal. Léo recula, trébuchant sur les pavés de la place.
Les ombres continuaient de s'approcher, leur forme devenant plus définie, presque humaine, mais toujours grotesque. Léo comprit alors ce qui se passait. Ses rêves, ces créations qu'il avait façonnées pour embellir sa vie avaient pris vie, mais elles n'étaient pas ce qu'il avait imaginé. Elles étaient quelque chose de plus ancien, de plus sombre, une force qu'il ne comprenait pas. Elles n'étaient plus ses serviteurs, elles étaient devenues indépendantes et elles réclamaient leur liberté. Léo, le souffle court, regarda les ombres qui l'entouraient. Ses propres créations s'étaient retournées contre lui, et il savait qu'il n'avait aucun moyen de leur échapper. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il, la voix tremblante. Mais les ombres ne semblaient pas prêtes à entendre ses excuses. La rivière noire, le cerisier décharné, la tour fissurée, tout ce qu'il avait imaginé lui revenait, mais d'une manière qu'il n'avait jamais souhaitée. Et il savait que cela ne faisait que commencer. Léo se tenait au milieu de sa chambre, tremblant. Chaque nuit, il tentait désespérément de rêver un monde meilleur, espérant effacer les horreurs qu'il avait déclenchées. Mais chaque matin, en se réveillant, il constatait que ses efforts avaient l'effet inverse. Le chaos grandissait, s'amplifiait, déformant la réalité jusqu'à un point où elle n'était plus reconnaissable. La tour de verre, autrefois symbole de sa grandeur, s'était effondrée dans un fracas surréaliste. Ses éclats avaient flotté dans les airs, comme suspendus, avant de se disperser en poussière lumineuse. Mais cette poussière n'apportait pas la paix. Elle semblait infecter la ville, imprégnant tout d'une lueur oppressante. Les rues, autrefois familières, étaient devenues un dédale labyrinthique, où les bâtiments se tordaient en angles impossibles. Les habitants, eux, étaient les plus troublants. Leurs visages étaient figés dans des expressions mécaniques, leurs yeux semblant regarder à travers Léo plutôt que vers lui. Ils se déplaçaient comme des marionnettes, leurs mouvements saccadés rythmés par une logique invisible. Le silence qui régnait dans les rues était brisé seulement par des murmures persistants, des voix fantomatiques qui l'appelaient sans cesse. « Léo, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Léo n'avait pas le choix. Il devait continuer d'essayer. Chaque nuit, il retournait dans ses rêves, espérant restaurer l'ordre. Une nuit, il imagina la ville telle qu'elle était avant, paisible, banale, mais stable. Il s'efforça de recréer les rues, les visages des habitants, le parc avec sa fontaine. Il imagina la tour disparaître complètement, emportant avec elle tout ce qu'il avait ajouté à la ville. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux au matin, il découvrit que rien n'avait changé. Pire encore, son rêve semblait avoir fusionné avec le cauchemar. Des éléments normaux côtoyaient des anomalies effrayantes. La fontaine du parc crachait une eau noire et visqueuse. Les arbres, bien qu'alignés comme avant, étaient tordus, leurs branches formant des figures grotesques. Léo comprit alors qu'il ne contrôlait plus rien. Ses rêves, autrefois dociles et malléables, lui échappaient. Le sol sous ses pieds était devenu traître. À chaque pas, Léo avait l'impression qu'il pourrait se dérober, l'aspirer dans un abîme sans fond. Les murs des bâtiments autour de lui ondulaient, se tordaient comme s'ils étaient faits de chair, plutôt que de briques et de mortier. Lorsqu'il tentait de retrouver des repères familiers, la ville semblait se moquer de lui, modifiant les rues et les intersections pour le perdre encore davantage. Le clocher de l'église, d'habitude visible de n'importe quel point de Saint-Clair, avait disparu, remplacé par une tour en spirale qui semblait s'élever à l'infini. Le temps lui-même semblait déréglé. Les journées et les nuits se mélangeaient, le ciel changeant de couleur sans prévenir, bleu, rouge, noir, puis un gris terne sans lumière. Léo ne savait plus s'il était éveillé ou encore en train de rêver. Ce n'était pas seulement la ville qui avait changé. Les créatures qu'il avait autrefois imaginées pour embellir ses rêves s'étaient transformées en abominations. Il croisa une silhouette dans une ruelle étroite. Un cerf, mais ses bois étaient désormais des branches acérées, dégoulinant d'une sève noire. L'animal le fixa de ses yeux vides, puis poussa un cri guttural avant de s'effondrer en une masse informe. Les oiseaux aux plumes brillantes n'étaient plus que des carcasses volantes, leurs ailes déchirées produisant des grincements métalliques. Même les ombres dans les coins des rues semblaient vivantes, se faufilant sur les murs,
prenant parfois des formes humanoïdes avant de disparaître. La réalité et le rêve s'étaient entremêlés si étroitement que Léo ne pouvait plus les distinguer. Parfois, il se réveillait dans son lit, mais les ombres ondulantes sur les murs persistaient. D'autres fois, il marchait dans la rue, certain d'être éveillé, pour se retrouver soudain face à une créature cauchemardesque sortie de ses pires songes. Il n'y avait plus de séparation. La frontière qui avait autrefois protégé le monde réel de son imagination avait été brisée, et tout ce qu'il avait rêvé, le beau comme le terrible, s'était imposé dans sa vie éveillée. Chaque jour, les murmures devenaient plus forts. Les voix, d'abord indistinctes, semblaient désormais pleines d'émotions, de la colère, de la tristesse et parfois une sorte de supplication. « Léo, pourquoi nous as-tu oubliés? Nous étions tes créations, nous étions ton monde. Reviens, reprends-nous. » Ces paroles le tourmentaient. Il voulait leur répondre, leur expliquer qu'il n'avait jamais eu l'intention de les abandonner. Mais à qui parlait-il? À ses rêves? À sa propre culpabilité? Chaque tentative pour comprendre ne faisait qu'amplifier le poids sur ses épaules. Une nuit, alors que Léo errait dans une version cauchemardesque de la place centrale, il aperçut une silhouette familière. Au début, il pensa que c'était une simple illusion, mais plus il s'approchait, plus il reconnaissait ce visage. C'était lui, un autre Léo, mais différent, plus grand, plus sombre. Ses traits étaient exagérés, presque caricaturaux, et ses yeux luisaient d'une lumière rougeâtre. Ce double lui adressa un sourire étrange, à la fois moqueur et plein de mépris. « Alors, c'est toi, le grand rêveur ?» dit la silhouette d'une voix qui résonna comme un écho. Léo recula, le cœur battant. « Qui es-tu » ? « Je suis toi, » répondit le double. « Mais pas le toi que tu veux voir. Je suis tes doutes, tes peurs, ta colère. Je suis tout ce que tu as enfoui au fond de toi pour continuer à rêver. Et maintenant, je suis libre. » Léo comprit alors que ce n'était pas seulement ses rêves qui s'étaient rebellés, c'était une partie de lui-même, une partie qu'il avait ignorée, qui cherchait à reprendre le contrôle. Face à ce double, Léo se sentit plus petit que jamais. Il savait que fuir n'était plus une option. Pour restaurer l'équilibre, il devait affronter ses peurs et accepter la responsabilité de ce qu'il avait créé. Mais comment reprendre le contrôle d'un monde qui lui échappait? La voix de son double résonna encore une fois, plus menaçant. « Tu veux tout réparer, alors il va falloir m'affronter. Mais prépare-toi, car je suis tout ce que tu redoutes le plus. » Léo savait que la confrontation serait inévitable, mais il n'avait plus le choix. Il devait affronter son pire cauchemar lui-même. La chambre de Léo était plongée dans une obscurité pesante. Les ombres dansaient sur les murs, ondulant comme des vagues sous l'effet d'une lumière invisible. Léo, recroquevillé sur son lit, luttait pour ne pas sombrer dans le sommeil. Dormir signifiait rêver, et rêver signifiait céder encore plus de contrôle à cette réalité qui s'effondrait autour de lui. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours, mais son corps le trahissait. Ses paupières étaient lourdes, ses pensées floues. Chaque clignement d'yeux semblait s'étirer en un éternel vertige. Pourtant, il savait qu'il devait rester éveillé. Mais pourquoi? Pour affronter quoi? Une voix, sourde et insidieuse, lui soufflait qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors qu'il était sur le point de céder, un frisson parcourut son corps. Une sensation étrange, comme si l'air lui-même s'était épaissi, chargé d'une présence qu'il ne voyait pas encore. Une silhouette se dessina dans l'obscurité. Elle n'émettait aucun bruit en avançant, mais sa présence emplissait la pièce comme une tempête silencieuse. Léo se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. L'homme était grand et mince, enveloppé dans un manteau noir qui semblait absorber toute la lumière. Ses traits étaient flous, indéfinissables, comme si son visage changeait légèrement à chaque regard. Mais ce furent ses yeux qui capturèrent toute l'attention de Léo. Ils brillaient comme des étoiles dans une nuit sans fin, projetant une lumière froide et mystérieuse. « Tu as pris un pouvoir qui ne t'appartenait pas, Léo, » dit l'homme, sa voix grave résonnant comme un écho dans la pièce. Léo recula instinctivement, plaquant son dos contre le mur.
Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche, ses mots coincés dans un mélange de peur et de confusion. Qui êtes-vous » parvint-il enfin à murmurer. « Je suis le gardien des rêves » répondit l'homme. « Celui qui veille sur la frontière entre le rêve et la réalité. Mais toi, tu as brisé cette frontière. Tu as laissé ton imagination envahir un monde qui n'était pas prêt à l'accueillir. » Les mots du gardien frappèrent Léo comme un coup de poing. Il voulait protester, expliquer qu'il n'avait jamais voulu causer de mal. Mais la vérité était là, inéluctable. Tout ce qu'il avait fait, même avec les meilleures intentions, avait plongé sa ville et lui-même dans un cauchemar sans fin. « Je ne voulais pas, dit-il. Je voulais juste que tout soit mieux, que les gens soient heureux, que ma vie ait un peu de magie. » Le gardien secoua lentement la tête. « Le pouvoir de rêver n'est pas un jeu, Léo. Tu as utilisé tes rêves pour fuir ce que tu ne voulais pas affronter. Ta peur, ta solitude, tes doutes. Mais les rêves, même les plus beaux, ont leur propre volonté. Et maintenant, ils te réclament. » Léo sentit ses jambes trembler. Il était terrifié, mais aussi submergé par une vague de culpabilité. Ses rêves, qu'il avait toujours considérés comme des créations merveilleuses, étaient devenus des monstres affamés. « Alors, qu'est-ce que je dois faire » demanda-t-il d'une voix faible. « Comment puis-je arrêter tout ça ?» Le gardien croisa ses bras, ses yeux brillants semblant percer l'âme de Léo. « Ce n'est pas à moi de réparer tes erreurs, » répondit-il, « mais je peux te guider. Pour rétablir l'équilibre, tu devras affronter ce que tu refuses de voir. Tes cauchemars, Léo, tes peurs les plus profondes, ils sont le cœur de ce chaos. Si tu ne les affrontes pas, ils détruiront tout, y compris toi. » Les mots du gardien résonnèrent dans la pièce, emplissant l'air d'une gravité oppressante. « Et si je ne peux pas » murmura Léo, baissant les yeux. Le gardien s'approcha, sa silhouette imposante dominant le garçon. Il posa une main froide et lourde sur son épaule. « Alors tout ce que tu as connu, ta famille, ta ville, même toi, sera consumé par le chaos que tu as créé. » Ces mots firent trembler Léo. Une partie de lui voulait fuir, refuser cette responsabilité. Mais une autre part, plus forte, savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il avait ouvert la porte entre deux mondes, et maintenant, il devait la refermer, quoi qu'il en coûte. « D'accord, » dit-il enfin, sa voix tremblante mais résolue. « Montrez-moi comment affronter mes cauchemars. » Le gardien sourit, un sourire à la fois froid et encourageant. « Très bien. Mais souviens-toi, Léo, dans le royaume des rêves, tout ce que tu crains peut devenir réel. Prépare-toi à voir ce que tu as toujours cherché à fuir. » Le gardien tendit une main vers Léo, et celui-ci la saisit, hésitant. Au moment où leurs doigts se touchèrent, la pièce s'effaça autour d'eux. Les murs de la chambre fondirent, le lit disparut, et Léo se retrouva dans un vide infini, où seule la lumière des yeux du gardien brillait. Puis, comme une vague qui déferle, le vide se transforma en un paysage étrange. Ils étaient dans une version tordue de Saint-Clair. Les bâtiments flottaient dans les airs, leurs façades se retournant sur elles-mêmes comme des pages d'un livre. Le sol était instable, tantôt solide, tantôt liquide, et le ciel changeait de couleur à chaque instant. « C'est ici que tout a commencé, » dit le gardien. « C'est ici que tu devras faire face. » Alors qu'ils avançaient, Léo sentit le poids du paysage changer autour de lui. Les ombres, qu'il avait vues grandir dans sa réalité, semblaient plus vivantes ici. Elles bougeaient, chuchotaient, prenaient des formes qu'il reconnaissait vaguement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, terrifié. « Tes rêves abandonnés, » répondit le gardien. « Les fragments de ton imagination que tu as négligés, oubliés. Ils veulent être vus, et ils veulent des réponses. » Léo observa l'une des ombres s'approcher. Elle prit la forme d'un enfant, mais son visage était flou, comme un tableau effacé. « Pourquoi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi m'as-tu laissé tomber ?» Léo recula, mais le gardien l'arrêta. « Tu dois répondre, » dit-il. « Elles ne disparaîtront pas tant que tu ne les auras pas confrontées. » Léo prit une grande inspiration et s'avança. « Je ne savais pas, » dit-il. « Je ne savais pas que vous aviez une vie, que vous étiez plus que mes idées. J'ai fait une erreur. » L'ombre sembla vaciller, puis disparut dans un souffle de vent. Mais d'autres s'approchaient, plus grandes, plus sombres.
Le gardien posa une main sur son épaule. « Ce n'est que le début, Léo. Prépare-toi à affronter ce que tu as enfoui au plus profond de toi. » Le gardien tendit une main, et Léo sentit son corps se fondre dans l'obscurité qui les entourait. Ce n'était pas une transition douce, c'était une chute brutale et infinie, dans un abîme où le temps et l'espace perdaient tout sens. Des voix chuchotaient à ses oreilles, des fragments de souvenirs, des morceaux de rêves qu'il ne reconnaissait plus. Lorsqu'il atterrit enfin, il se retrouva dans une version déformée de Saint-Clair. Les rues, qu'il connaissait si bien, s'étaient transformées en labyrinthes tortueux. Les bâtiments flottaient au-dessus du sol, leurs façades tournoyant dans le vide. Les arbres, tordus et noirs, semblaient observer chaque mouvement. « Bienvenue dans le cœur de tes cauchemars », dit le gardien, sa voix résonnant comme un grondement lointain. « C'est ici que tout commence et se termine. » Léo, tremblant, regarda autour de lui. Le ciel, d'un gris maladif, semblait oppressant, prêt à s'effondrer. Des ombres massives glissaient entre les ruines flottantes, leurs formes changeantes émettant un murmure constant. Elles étaient là, toujours plus proches, guettant sa moindre erreur. Léo se mit à courir, ses pas résonnant sur un sol qui semblait prêt à se dérober sous lui. Les ombres, gigantesques et fluides, le poursuivaient, leurs mouvements rapides et imprévisibles. Elles semblaient se nourrir de sa peur, grandissant chaque fois qu'il hésitait ou ralentissait. Chaque coin de rue le ramenait à un autre labyrinthe, un autre piège. Une ruelle s'effondrait dans le vide, tandis qu'une place centrale se transformait en un gouffre béant. Léo haletait, son cœur battant à tout rompre. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es, Léo », murmura une voix venue de nulle part. « Tu le sais. » Au centre de ce tourbillon d'horreur, une place se matérialisa, différente de tout ce qu'il avait vu jusqu'ici. Le sol, fissuré et noirci, semblait irradier une chaleur oppressante. Au milieu de la place se tenait une silhouette. C'était un autre Léo, mais pas lui. Ce double était plus grand, plus sombre, avec une posture imposante. Ses traits étaient familiers mais exagérés, presque grotesques. Ses yeux, rouges comme des braises, brillaient dans l'obscurité environnante, et un sourire tordu étirait son visage. « Enfin, dit-il d'une voix calme mais lourde de menaces, tu es arrivé, j'attendais. » Léo recula d'un pas, terrifié par cette vision. « Qui es-tu » balbutia-t-il. Le double éclata d'un rire froid, un son qui résonna dans tout le paysage, faisant trembler les bâtiments flottants. « Je suis toi, Léo. Je suis tout ce que tu as enfoui. Ta peur, ta solitude, ton envie de tout contrôler. Je suis les parties de toi que tu refuses de voir. Et maintenant, je suis libre. » Léo sentit une colère sourde monter en lui. « Non, tu n'es pas moi. Je n'ai jamais voulu ça !» cria-t-il, les poings serrés. Le double inclina la tête, son sourire s'élargissant encore. « Tu n'as jamais voulu ça ? Alors pourquoi as-tu fui dans tes rêves ? Pourquoi as-tu utilisé ce pouvoir pour t'échapper, pour tout changer selon tes désirs ? Tu as voulu un monde parfait, mais en niant tout ce qui te rend humain. » Les mots frappèrent Léo comme un coup de poing. Il savait que son double avait raison. Depuis le début, il avait utilisé ses rêves pour fuir ses peurs. La peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir de contrôle sur sa vie. Le double s'avança, chaque pas faisant trembler le sol. « Tu ne peux pas m'effacer, dit-il. Tu ne peux pas me vaincre. Je suis toi. Et tant que tu refuses de l'accepter, ce chaos ne cessera jamais. » Léo, pour la première fois, cessa de reculer. Il inspira profondément, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Il comprit qu'il ne pouvait plus fuir. « Tu as raison, » dit-il d'une voix tremblante. « Je t'ai ignoré. J'ai ignoré tout ce qui me faisait peur, tout ce qui me rendait vulnérable. Mais je ne veux plus fuir. Je veux comprendre. Je veux t'accepter. » Le double sembla surpris, son sourire s'effaçant légèrement. Léo fit un pas en avant, tendant la main vers son double. « Si tu es une partie de moi, alors nous devons être unis. Je ne peux pas te détruire, mais je peux t'accepter. » La silhouette resta immobile pendant un instant qui sembla durer une éternité. Puis, lentement, elle tendit également la main, ses doigts sombres frôlant ceux de Léo. Au moment où leurs mains se touchèrent,
Une explosion de lumière envahit le paysage. Le chaos autour d'eux commença à se dissiper, les ombres s'évaporèrent, les bâtiments retournèrent à leur place, et le sol redevint stable. Léo sentit une chaleur étrange l'envahir, une sensation de plénitude qu'il n'avait jamais connue. Il ne fuyait plus, il était complet. Les deux Léo fusionnèrent en un seul être. Les peurs, les doutes et les failles qu'il avait toujours tenté d'oublier devinrent une partie intégrante de lui. Et, pour la première fois, Léo se sentit entier. La lumière diminua, et Léo se retrouva seul sur la place, désormais calme et ordonné. Le gardien des rêves se tenait à quelques pas, observant avec un air approbateur. « Tu as réussi, dit-il. Tu as accepté ce que beaucoup refusent de voir. Tes peurs ne sont pas tes ennemis, Léo. Elles font partie de toi, et les accepter te rend plus fort. » Léo ouvrit les yeux dans sa chambre, baigné par la lumière douce du matin. Tout semblait normal. Les ombres ne dansaient plus sur les murs, et le silence dans la maison était apaisant, non plus oppressant. Il se leva et regarda par la fenêtre. La ville avait retrouvé son calme. Les rues étaient ordonnées, les bâtiments stables. La tour de verre avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Léo sourit, un sourire sincère cette fois. Il avait affronté ses cauchemars, et il avait appris à les accepter. Le soleil se levait sur Saint-Clair, ses rayons doux enveloppant la ville d'une lumière dorée. Les rues étaient calmes, et le bruissement des feuilles dans le parc apportait une sérénité qui semblait presque irréelle après les jours de chaos. Léo ouvrit les yeux, une sensation étrange et apaisante dans la poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait léger. Pas comme s'il avait oublié ce qu'il avait vécu, mais comme s'il avait enfin trouvé un équilibre en lui-même. Il se leva doucement, jetant un regard autour de sa chambre. Tout était normal. Les ombres, autrefois menaçantes, n'étaient plus que des traces banales projetées par la lumière du matin. Les murs, les meubles, tout semblait avoir retrouvé sa place dans un monde stable. Il descendit les escaliers, et le parfum familier du café de sa mère emplit ses narines. Ce simple détail le fit sourire. Dans le jardin, le cerisier était toujours là, mais il avait perdu son aura sinistre. Ses branches, redevenues pleines de vie, portaient des fleurs d'un rose éclatant. Le vent jouait doucement avec les pétales, les dispersant dans l'air comme des confettis. Léo posa une main sur le tronc de l'arbre, le regard perdu dans ses pensées. Il se souvenait des branches tordues et menaçantes qu'il avait vues, de ce cerisier déformé par ses cauchemars. Mais ce souvenir n'était plus effrayant. Il faisait partie de lui, comme une leçon gravée dans sa mémoire. En marchant dans les rues de Saint-Clair, Léo observa les visages des habitants. Les expressions figées et mécaniques avaient disparu, remplacées par des sourires naturels, des regards curieux. Les enfants jouaient dans le parc, comme si rien d'étrange ne s'était jamais produit. Les adultes discutaient sur les bancs, leurs conversations ponctuées de rires. Léo sentit une chaleur douce dans son cœur. La normalité n'avait jamais semblé aussi précieuse. Il croisa des camarades de classe, qui lui lancèrent des salutations joyeuses. Il semblait avoir oublié les moments où leurs compliments sonnaient faux, où leurs regards étaient vides. Léo leur répondit avec sincérité, heureux de cette simplicité retrouvée. Le souvenir du chaos était toujours là, vif et puissant. Léo repensait à la tour de verre, majestueuse et imposante, qui avait symbolisé ses désirs démesurés. Il se souvenait des créatures qu'il avait imaginées, transformées en monstres, et des ombres qu'il avait poursuivies dans ses rêves. Il savait que tout cela avait été une partie de lui, une manifestation de ses doutes, de ses envies de contrôle, de sa peur de l'imperfection. Mais il ne regrettait pas ces expériences. Elles l'avaient changé. La réalité est fragile. Respecte-la. Les mots du gardien des rêves résonnaient encore dans son esprit. Ils étaient devenus un mantra, une leçon qu'il savait devoir garder avec lui à chaque instant. Léo continuait de rêver. Chaque nuit, il s'évadait dans des mondes fantastiques, peuplés de paysages extraordinaires et de créatures merveilleuses. Mais cette fois, il ne tentait plus de transformer ses rêves en réalité. Il les laissait là où ils devaient être, dans son esprit. Il avait compris que la magie des rêves résidait dans leur intangibilité,
dans leur capacité à inspirer et non à dominer. La réalité, imparfaite mais authentique, avait une valeur qu'aucun rêve ne pouvait surpasser. Les jours passèrent, puis les semaines, et Léo trouva une paix nouvelle dans sa vie. Il apprit à apprécier les petites choses, le rire d'un camarade, la chaleur du soleil, le parfum des fleurs dans le jardin. Ses parents, bien qu'imparfaits, étaient revenus à eux-mêmes. Leurs disputes n'étaient pas disparues, mais elles étaient entrecoupées de moments sincères, de gestes d'affection qui semblaient plus vrais que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Léo n'avait plus besoin de fuir, il n'avait plus besoin de contrôler. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, Léo sortit sur le balcon et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient, intouchables, mais leur lumière semblait plus vive, plus proche. Merci, murmura-t-il, comme s'il s'adressait au gardien des rêves. Il ne savait pas s'il reverrait un jour cette étrange silhouette aux yeux d'étoiles, mais il n'en avait pas besoin. La leçon qu'il avait apprise resterait avec lui. Avec un sourire, il ferma les yeux et se laissa emporter par le sommeil. La réalité est fragile, respecte-la. Et cette fois, Léo comprenait pleinement ce que cela signifiait.